La conférence se fera en anglais et je vais essayer de traduire au mieux ce que le professeur Henle va vous communiquer. So my talk will be about Manuka honey. This is a honey which is getting more and more popular also in Europe. And I will talk about what makes this honey special. I will talk about the unique antibacterial activity of Manuka honey. Donc le professeur va vous expliquer effectivement pourquoi le miel de Manuka a une activité exceptionnelle. C'est un miel qui est de plus en plus populaire, qui est d'origine Nouvelle-Zélande, et il va vous donner donc les différents éléments pour vérifier son activité. So we'll cover 5 general aspects. First, I will talk, I'll give you some basic information about honey. Then I will go into detail what is special for Manuka honey. And the main part of my presentation will be how this unique antibacterial activity can be explained on a scientific way. And finally, I will give some aspects on the labeling and on a summary and a conclusion. Donc la première partie de cette intervention sera plutôt une partie générale sur le miel. Qu'est-ce que le miel? Quels sont ses différents aspects? Ensuite, on passera sur le miel de Manuka. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Ensuite, donc, pourquoi il a une activité antibactérielle exceptionnelle? Donc, on parlera du méthylglyoxal. Et enfin, on parlera de la façon de l'étiqueter. Et donc, il y aura une conclusion qui résumera un petit peu toute la conférence. So first of all, on honey and some general aspects. Honey is produced probably since about 10,000 years. It's one of the eldest foods mankind produced. It was mainly used as a sweetener, a very expensive sweetener in Europe until about 1800, and then it was gradually replaced by sugar. Donc, Attention s'il vous plaît. En ce moment, au cœur du salon, se déroule la remise des trophées Natexpo. que les apiculteurs produisent du miel. Ça a été longtemps le seul sucrant, mais ça a été longtemps le seul sucrant en Europe, jusque dans les années 18 ans. Et ensuite, progressivement, il a été remplacé par le sucre de canne ou le sucre de betterave. Et donc, So worldwide, there is about 1.5 million tons of honey produced. You see that the major producer of honey is China, followed by European Union. And New Zealand is only a very small producer. And in particular, this Manuka honey I will talk about is only a very, very small amount of the total honey production per year. donc on voit au niveau de la production du miel en général que la Chine est le premier producteur. Ensuite, il y a l'Union européenne. La Nouvelle-Zélande est un producteur, un petit producteur. Et la part du miel de Manuka, même en Nouvelle-Zélande, est quand même relativement limitée. There is about 1,700 tons of Manuka honey, of original Manuka honey produced per year. And this Manuka honey is exclusively produced in New Zealand. And most, or at least 70 to 80% of this Manuka honey is exported to Europe and to the United States. Donc sur cette petite quantité, donc ces 1700 tonnes de miel de Manuka sont exclusivement produites en Nouvelle-Zélande. Et la plus grosse partie de ce miel est exportée aujourd'hui en Europe. Honey in general is one of the strictly regulated food items. There is a very strict council directive which says that to honey you may not add anything and you may not remove anything from honey. So you must use honey as it is and there's no heat treatment allowed. Oui, donc le miel, tout ce qui concerne le miel est régi de façon très stricte par une directive européenne. Et donc, ce qu'il est important de retenir, c'est qu'on ne peut rien ajouter à du miel. Donc, ça doit rester un produit 100% pur, qu'on ne peut rien en retirer non plus, d'ailleurs. Et qu'il est interdit de le traiter, enfin d'avoir tout traitement de le chauffer. According to the European food regulations, there are several ways to classify honey according to its origin or according to its floral source. Manuka honey is a so-called monofloral honey, which means that it is made primarily from the nectar of one flower of the Manuka plant. Donc il y a différentes façons de
classifier le miel. Donc il y a du miel de fleurs, il y a aussi des mielas. Et donc ce qui est important de retenir, c'est que le miel de Manuka est originaire d'une seule plante, hein, qui est donc la plante du Manuka. Et oui, c'est vraiment la fleur de ce Manuka qui produit le miel. Et il n'y a aucun mélange, hein, c'est 100% pur. If we look at the composition of honey, then we can say that honey is mostly sugar. Honey contains carbohydrates. About 80% of the honey is carbohydrates, and the rest is water. And minor compounds such as proteins, amino acids, minerals take up only a very small amount of the honey. So honey is mainly sugar. Donc le miel, c'est Attention, s'il vous plaît, votre attention, s'il vous plaît. En ce moment, au cœur du salon, se déroule la remise des trophées Natexpo 2013. Merci. Donc le miel, c'est essentiellement du sucre, hein, donc de carbohydrates, glucose, fructose. Il y a également un pourcentage d'eau qui est relativement faible. Et tous les autres composants sont des composants tout à fait secondaires. Protéines, acides aminés, minéraux, etc. So if you look at these compounds, then we can say that honey is mainly a sweetener with calories comparable to saccharose. And all of these minor compounds, proteins, amino acids, they are not nutritionally important. Although there is several discussions going on whether these compounds have an impact, but from a nutritional point of view, these minor compounds are not important. Donc c'est un petit peu ce que j'ai déjà anticipé avant. Donc le miel est essentiellement composé de sucre, hein, donc des calories comparables à la saccharose. Et donc tous les autres composants sont mineurs et n'ont pas grand intérêt dans le miel. But what makes honey special is a unique antibacterial property. It is known that honey is antibacterial, and this was already used in ancient times. And it was in 1892 when the first scientific paper was published dealing with an antibacterial activity of honey. Donc de tout temps, le miel a toujours été considéré comme un antibactérien. Et donc depuis Aristote, hein, donc déjà dans les temps antiques. Et donc c'est le professeur Kettel qui en 1892 a publié le premier document scientifique à ce sujet. And you see here the paper of Dold and his co-workers in 1937. This was the first scientific report on a special antibacterial compound in all honeys, and Dold and his co-workers called this antibacterial compounds inhibins. This is the original copy of the paper. Donc en 1937, il y a une première publication, encore d'un Allemand, mais bon, c'est comme ça, hein, qui a donc été le premier à identifier les vertus antibactériennes du miel. Mais là, on parle toujours de tous les miels, hein, on n'est pas sur le miel de Manuka. Et donc, il les a considérés comme des inhibiteurs. So every honey has antibacterial properties, and there are three reasons why every honey is antibacterial. The first is the so-called osmotic effect, which means that honey has a very low amount of water. He takes the water from the bacteria and inhibits the bacterial growth. Donc, tous les miels ont des propriétés antibactériennes. Donc, pourquoi? Parce qu'ils ont une teneur en eau qui est très faible. Et on sait que l'eau est un très fort conducteur de bactéries. The second aspect is that honey contains acid. It has a low pH value and therefore inhibits the growth of the bacteria. Donc le deuxième point important, c'est que le miel contient beaucoup d'acide et que son pH est très faible. Donc, et qu'à pH faible, les bactéries ont du mal à croître. And the third aspect is a more chemical aspect. It is due to the formation of hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide is formed in every honey, more or less. And this is formed due to an enzyme, glucose oxidase, which originates from the bee. Donc, et la dernière raison, c'est que dans tous les miels, il y a des formations peroxydiques par un enzyme qui s'appelle le glucose oxydase. Et donc, cette enzyme, effectivement, a des vertus antibactériennes. So the problem with the glucose oxidase is that it is very unstable, and that peroxide is rapidly degraded and has therefore only a low and varying antibacterial activity. So every honey has this antibacterial activity, but it is generally very low. Donc, le problème, c'est que tous ces produits peroxydiques
se dégradent très rapidement et que même s'ils restent présents dans tous les miels, leur activité n'est pas stable et elle a tendance à baisser avec le temps. So what is special about Manuka honey? First, some, let me say, impressions about New Zealand. Manuka, the Manuka bush is only found in New Zealand, and it grows wild naturally in very remote areas. These are hundreds and hundreds of square kilometers covered with Manuka. Here, all of this is Manuka. Donc, comme on vous l'a dit au départ, le miel de Manuka, enfin le Manuka ne pousse qu'en Nouvelle-Zélande et dans des contrées sauvages et montagneuses. Donc, comme le professeur va vous le montrer, tous ces pans, c'est des pans de miel de Manuka. Et donc, c'est des cultures, enfin, c'est pas des cultures, c'est une plante sauvage tout à fait naturelle. The Manuka bush is a bush or tree which is about 1 meter up to about 5 or 6 meters. So it grows like a bush or like a small tree, and it has these very nice flowers which are about 1 centimeter, flowering in December. Donc le Manuka est une haie, hein, mais c'est une haie qui peut aller de 1 à 5 mètres, hein, de taille moyenne. Et donc là, vous voyez la fleur de Manuka qui fleurit en décembre. Il faut savoir que les saisons sont inversées, hein, en Nouvelle-Zélande. Hein. So one of the secrets, so to say, of Manuka is that it is grown in very remote areas. So you can see here the beehives which are transported by helicopters in certain very outback areas in order to get the honey from these trees growing there. Donc vous voyez certaines ruches. Alors là, il y a beaucoup de ruches qui sont tout à fait inaccessibles en voiture ou même à pied. Et donc les apiculteurs utilisent souvent même des hélicoptères pour se rendre sur les lieux. À tel point, c'est des lieux sauvages et complètement naturels. It was in about 1988, so 25 years ago, some kind of anniversary, that it was found that Manuka honey has a non-peroxide antibacterial activity. This was found by Peter Molen, a very famous researcher in this area. Donc en 1988, il a été effectivement découvert que le miel de Manuka avait une activité non peroxydique, donc une activité antibactérienne spécialement importante. Et c'est le professeur Molan, que les amateurs, enfin ceux qui connaissent le miel de Manuka doivent connaître, qui a découvert cette activité. Based on this initial finding of Peter Molen, a lot of papers were published, and all of these papers show that Manuka honey has a unique antibacterial activity, a very high antibacterial activity, even against antibiotic-resistant bacteria. Donc, suite à cette découverte, il y a eu de nombreuses publications dans différents journaux qui ont effectivement montré que le miel de Manuka avait une activité antibactérielle unique et même contre des antibiotiques très résistants. Based on these findings, based on this antibacterial activity, the so-called UMF, unique Manuka factor, was created. This UMF measures the non-peroxide activity against a certain type of bacteria. But the compound which is responsible for this activity was not known. This unique Manuka factor created in the early 90s or so gives an information about the intensity of the antibacterial activity. Donc, suite à ces découvertes, donc, le miel a été, on va dire, labellisé avec un label UMF, qui veut dire Unique Manufacturing Factor, donc facteur de Manuka unique, hein, si on traduit en français. Donc, qui mesurait le fait que le miel l'activité non peroxydique et contre le staphylocoque doré, d'ailleurs, il y a eu des tests qui ont été faits à ce niveau-là. Mais par contre, personne n'avait pu isoler et personne ne savait pourquoi ce miel avait vraiment une activité. So, what is responsible for this antibacterial activity? There were a lot of papers trying to identify which compounds are responsible. For instance, polyphenols or other compounds which are unique or might be unique. But the compound which was responsible was never identified, and we were lucky to analyze several honeys about 5 or 6 years ago, and we found the compound which is unique for this antibacterial activity. Donc effectivement, comme ça a déjà été dit, personne n'avait trouvé pourquoi ce miel avait des activités antibactérielles aussi importantes.
malgré des analyses nombreuses sur des dizaines et des dizaines de miels. Et donc, enfin, il y a eu une découverte. And this was more or less by chance. We analyzed 60 or 70 honeys from a local supermarket, and we already also had bought 2 or 3 honeys from the internet, and we found one new compound. So this is some kind of a fingerprint analytical technique, and we found one new compound which was only present in the Manuka honeys and not in any other honeys, and we could identify this compound by chemical means as methylglyoxal. Donc enfin, le professeur Henle, dans son laboratoire à Dresde, a donc analysé plus d'une soixantaine de miels et il a donc découvert que dans le miel de Manuka, il y avait donc une teneur en méthylglyoxal qui était nettement supérieure à tous les autres miels. Donc c'est très clair sur ce schéma. Vous voyez le miel de Manuka en haut et le miel de forêt en bas, et vous voyez la différence au niveau du méthylglyoxal. This was quite a surprise because methylglyoxal is a quite simple chemical compound from a chemical point of view, which was known to occur in several food items, for instance, coffee, bread, or wine. But you can see here the amount of methylglyoxal in all of these food items was very, very low. And only for Manuka honey, we found up to 700 or even up to 1,000 in the last years, up to 1,000 milligrams per kilogram. Alors, le méthylglyoxal est un composant chimique qui est très connu et qui est présent dans de nombreux aliments, donc en particulier dans le café, dans le pain, dans le vin, dans les miels autres que les miels de Manuka, mais comme vous le voyez en de très petites proportions, 4 à 28 mg au maximum. Par contre, dans le miel de Manuka, il y a donc des teneurs qui sont très très supérieures, comme vous pouvez le voir sur ce schéma. So this was first a chemical observation. We had no idea whether this MGO, this methylglyoxal, has any impact, and we asked whether this methylglyoxal might be responsible for the unique antibacterial activity, and it was. So what you can see here is the antibacterial activity test we performed against Staphylococcus aureus, and you can see here the Manuka honey, a forest honey, methylglyoxal, and the forest honey plus MGO. Effectivement, donc, il y a eu donc des tests de laboratoire qui ont été faits sur du miel de Manuka, sur du miel de forêt, du MGO isolé et du miel de forêt avec du MGO additionné. And the most important observation was this. You can see this inhibition zone here, which was only present in Manuka honey, which was not present in any other honey. And this inhibition zone was directly the same or directly comparable to an inhibition zone caused by methylglyoxal. So this was the unambiguous demonstration that MGO methylglyoxal is directly responsible for the antibacterial activity. Donc sur le schéma, vous voyez clairement que pour le miel de Manuka, il y a donc ce petit contour bleu qui apparaît. Idem quand on analyse du MGO tout seul ou quand on l'ajoute à du miel de Manuka, à du miel de forêt. Par contre, quand vous prenez un miel de forêt ou tout autre miel, vous n'avez pas ce contour bleu. Donc c'est bien la preuve que c'est le méthylglyoxal qui donne l'activité antibactérienne au miel de Manuka. La preuve irréfutable presque, je dirais. And we then performed a lot of analysis with commercial honeys, commercial Manuka honeys, in which we measure the methylglyoxal content, and we also measure the antibacterial activity. I must stress out that this is not a UMF value. This is another antibacterial test. And you can see a linear correlation. This means the higher the MGO value, the more intense the antibacterial activity. A direct correlation and an unambiguous proof that MGO is the unique antibacterial compound. Donc sur le schéma présent, vous voyez effectivement que plus il y a de méthylglyoxal présent dans le miel, plus son activité monte, vous voyez, 200 jusqu'à 800, l'activité monte de façon exponentielle. Et donc c'est bien la preuve que l'activité vient de cette substance. So in some kind of a review at this moment, we now can say that methylglyoxal is exclusively responsible for the unique antibacterial activity, and without MGO, without methylglyoxal, honey and also Manuka honey has only a very, very low antibacterial activity, and MGO, what I will show you next, is significantly more effective when compared with peroxide, and therefore claims
based on an antibacterial activity of peroxide are scientifically not justified. Donc la conclusion de toutes ces études, c'est qu'effectivement le méthylglyoxal est exclusivement responsable de l'activité antibactérienne du miel de Manuka, que sans MGO, le miel a une activité antibactérienne très très limitée, très faible. Donc le MGO est beaucoup plus significatif pour l'activité antibactérienne comparé au peroxyde. Et donc que des allégations pour ce miel ne peuvent être basées que des allégations sur ce miel qui seraient basées sur l'activité non peroxydique ne seraient scientifiquement pas justifiées. There were reports in the newspapers of New Zealand last week or so that some companies in New Zealand tried to establish a trademark based on peroxide activity. And this trademark was not accepted by the government because there was obviously not enough scientific proof to show that the peroxide level is high enough to cause an antibacterial activity. Donc, ce qu'il est important de savoir également, c'est qu'en Nouvelle-Zélande, donc il y a des sociétés qui ont essayé d'alléguer sur l'activité, sur le fait que l'activité antibactérienne du miel de Manuka pouvait provenir de l'activité non peroxydique, et donc ça a été refusé par le gouvernement parce que c'était scientifiquement incorrect. This results from a very recent study in our laboratory in which we compared methylglyoxal in concentrations relevant for Manuka honey with hydrogen peroxide in concentrations relevant for other honeys. And you see that in this assay, this depends on the bacterial assay, of course, but in this assay we see a significant inhibition of the bacteria by MgO, but not by hydrogen peroxide. So MgO is significantly more effective when compared to hydrogen peroxide. Donc ce schéma est très intéressant parce qu'il permet de voir effectivement que l'activité antibactérienne, on voit bien la courbe, plus le MgO augmente, plus l'activité antibactérienne du miel est importante. Par contre, au niveau de l'activité non peroxydique, vous voyez très bien que quel que soit le taux, l'activité antibactérienne n'augmente pas, donc que ça n'a pas d'intérêt. Peut-être qu'on va terminer les questions à la fin. Gardez-la, ou vous? Peroxydique, oui, pardon. Oui. So the origin, the next question was, where does this methylglyoxal comes from? And this is one of the biggest secrets at the moment. Of course, we can say that methylglyoxal is responsible, and we can also say that methylglyoxal is not formed by heating of honey. We tried to produce methylglyoxal solely by heating, but this is not possible. As soon as you heat honey, then a lot of other chemical reactions occur, but no MgO is formed. But what colleagues in New Zealand found that methylglyoxal is formed from a precursor called DHA during the storage of honey or the nectar. Donc le méthylglyoxal est donc exclusivement responsable pour l'activité antibactérielle du miel de Manuka. Il faut savoir que contrairement à ce qui est parfois dit, il n'est jamais chauffé et l'activité n'est pas due au fait qu'il soit chauffé. Et donc le méthylglyoxal est formé d'une können Sie das wiederholen? Yeah. Methylglyoxal is formed from a precursor from DHA. This is the compound which is in the nectar, and during storage, MgO is formed from DHA. Donc le méthylglyoxal est formé par un précurseur de la DHA, et donc durant le stockage, le taux MgO augmente. So this is the result of colleagues from New Zealand. You see here Adams and his co-workers. They found that methylglyoxal is increasing during storage of the honey, and it depends on the amount of DHA which is present in the nectar. So during storage, MgO is formed. The honey has to ripen in a certain days, 60 to 100 days or so, until the final amount of MgO is reached. Donc la teneur en MgO à la base dépend du taux de DHA présent dans le miel au départ, et ensuite on se rend bien compte que le DHA baisse sur la durée, alors que le MgO au contraire augmente pendant la période de stockage,
Et donc ce qui est important de savoir, c'est qu'il ne se détériore pas dans le temps, bien au contraire. Based on the identification of methyl glyoxal, a company in New Zealand established a trademark, this MGO trademark, which means that, for instance, MGO 400 says 400 milligrams of methyl glyoxal per kilogram. So this company labels the honey based on the amount of MGO which is present. And this gives the consumer, according to my impression, a very reliable information to choose between honeys of different antibacterial strength. Donc, au niveau de l'étiquetage des produits, donc il y a aujourd'hui une société qui a clairement identifié donc le MGO dans son miel, et donc il y a un étiquetage qui explique effectivement le taux de méthylglyoxal dans son produit. Donc il y a donc différentes variétés, et ce taux étant mesuré de façon très scientifique, il est absolument incontestable. So we can conclude that this MGO label gives a direct information about the amount of methyl glyoxal, which is comparable, for instance, with alcoholic beverages. So when you look at an alcoholic beverage, you see 4% alcohol in beer or 12% alcohol in red wine or so. And the same is now based on this, what you can see now based on this labeling, 400 means 400 milligram per kilogram. So this is the active ingredient of Manuka honey. And of course, everybody knows that alcohol is the active ingredient of red wine or beer or whatever. Donc, le professeur Henle fait une petite comparaison pour montrer que cet indice MGO est absolument incontestable. Hein. C'est comme la mesure d'un taux d'alcool, par exemple, dans du vin ou dans une boisson alcoolisée. C'est une mesure scientifique qui est précise, qui est claire et qui ne peut pas être contestée. Hein. Voilà. There are several other applications based on Manuka honey. This is, for instance, for wound dressings or for burns or things like that. So based on this identification of the antibacterial compound, several companies are now currently establishing several other applications which go more into the pharmaceutical or medicinal sector. Donc il y a aussi de plus en plus de produits dérivés du miel de Manuka, particulièrement dans le domaine cosmétique, où effectivement, vu l'activité antibactérienne du miel, il y a donc des pansements à la fois pour les doigts, pour les ongles, pour les plaies. Donc il y a de plus en plus de produits. Il y a également des patchs pour les femmes allaitantes. Donc voilà. So, as a summary, I would like to conclude. We now can definitely say that Manuka honey has a unique antibacterial activity, and we can say that, which is generally accepted now in the scientific community, that methylglyoxal is exclusively responsible for the antibacterial activity. There might be some other compounds which have a additional effect on MGO, but without MGO, no antibacterial activity. Labeling with MGO, at least according to my impression, is a scientifically correct way to inform the consumers. Manuka honey with dietary MGO is safe to eat. I did not comment on this, but it's based on our study, it is safe to eat. And the most potent ability to fight infections are in the mouth and the stomach. And there are several other applications, in particular to improve wound healing, which are the most promising health applications for Manuka honey. Donc en conclusion, donc on peut dire effectivement que le miel de Manuka a une activité antibactérienne unique. Ça a maintenant été scientifiquement prouvé. Que c'est le méthylglyoxal qui est quasiment exclusivement responsable pour ses activités antibactériennes. Il y a d'autres composants comme le peroxyde ou les polyphénols qui ont également un rôle, mais il est très peu important. Que donc étiqueter un produit avec un label MGO, c'est la façon scientifiquement correcte de l'étiqueter pour informer précisément le consommateur sur les vertus du produit. On peut dire aussi que le miel de Manuka est un produit très digeste, hein, qui est agréable à manger. Que donc il est surtout efficace pour des infections qui touchent, on va dire, les voies respiratoires, mais aussi l'estomac, donc digestif et également refroidissement. Et donc ensuite, que les applications sont aujourd'hui de plus en plus multiples, et il y en a également de plus en plus au niveau des problèmes de peau.
So I would like to conclude with that this is the current scientific status. It might be that in the next 5 or 10 years, other compounds might be identified which additionally contribute to the antibacterial activity, but the current status is what I tried to explain to you in the last 20 or 25 minutes. Thank you very much. Donc en conclusion, on peut dire que ce qu'on vient de vous dire aujourd'hui, c'est l'état actuel de la situation sur le miel de Manuka par rapport aux conditions scientifiques d'aujourd'hui, que bien sûr dans les années à venir, ça va peut-être encore évoluer parce que la science évolue tout le temps, les recherches continuent, mais qu'aujourd'hui, bon, ce qui a été dit par le professeur Henle, c'est le stade actuel des recherches sur le miel de Manuka. Donc merci de votre attention et merci au professeur Henle surtout de s'être déplacé en France pour cette conférence. Bien sûr. Donc s'il y a des questions, donc on peut... Est-ce que je le fais en anglais et après en français ou Je vais laisser répondre le professeur, je pense. Ouais. Okay, so my name is Thomas Henle. I'm general manager of a company called Comptoir & Companies. We've been in the Manuka honey industry for a long time, and I'm very happy to meet you because I've read pretty much everything you've written, and I've read all your studies, so it's good for us. I have actually 2 questions. The first one is, according to you, is it scientifically correct to try to find an exact correlation between a UMF rating and an MGO level? Meaning, you know what I'm saying? Because the industrials are striving to find an equivalency. Is it scientifically correct to do that? Je vais traduire en français. J'ai peut-être la question aussi, oui. J'ai justement demandé, est-ce qu'il est scientifiquement correct d'essayer de trouver un équivalent exact entre une mesure UMF qui mesure une activité bactéricide et un indice MGO qui mesure en effet un taux de méthylglyoxal dans le miel de Manuka? A very important question. Thank you for asking this. I don't think that it is scientifically correct because this correlation strictly depends on the antibacterial assay. So you can measure MGO, very reliable. This is a published method. Every laboratory can measure MGO. But for measuring the antibacterial activity, it strictly depends on the conditions. So everybody dealing with antibacterial tests will have certain variation. It depends on the bacteria, it depends on other conditions. So if you ask me directly, is it scientifically correct? I would say no. Why not putting MGO label on it and that's it? Because otherwise you would have to have 10 or 20 or 30 bacteria which all may respond a little bit different. So I prefer the MGO level, of course. And this UMF was a very good idea in the first years, as long as it was not known which compound was responsible. But at now we know what compound is responsible, so why not talk about this one? This is my other question. Si je peux, ça vous dérange pas? Merci. Bien sûr, bien sûr. So my other question will be, okay, the thing that I don't understand, and maybe you explain to me, is if methylglyoxal is the only compound responsible for the antibacterial activity in honey, that means that the higher the methylglyoxal in honey, the higher the antibacterial activity. Hence, we see that when you do the non-peroxide activity, sometimes you have less methylglyoxal in the 15 plus than in a 10 plus. I mean, the equivalency phenol with non-peroxide is lower with more methylglyoxal than it could be like when, you know, there's not the exact correspondence between the non-peroxide activity and the methylglyoxal level. That's something that I don't understand, actually. Je vais traduire, excusez-moi. La question, c'était, il disait que le méthylglyoxal était la seule molécule responsable. Moi, ce que je me pose comme question, c'est, il arrive de trouver des miels UMF qui ont des niveaux de 15 plus et de 20 plus, qui vont avoir moins de méthylglyoxal que des miels qui ont des niveaux de 10 plus. Ça arrive. C'est-à-dire que quand on teste des miels, parfois le niveau de MGO est très élevé et pourtant l'activité bactéricide est moins élevée. Et je me demande justement pourquoi. I must say I have no real experience with the UMF testing or with this NPA testing, but as far as I know, the companies which use the UMF label calculate it based on a correlation. So they measure MGO
and then they calculate the. We've the been in UMF contact level. with Professor Mullen for Yes. 5 years. Yeah. So I'm talking about the Professor Mullen essay. yeah. So meaning no correlation with Okay. MGO. Okay, this Professor Mullen essay is based on a certain bacteria, and Staphylococcus aureus, of course, and even every different S. aureus might react slightly different to MGO. So you can find bacteria which are extremely sensitive, and you can also find bacteria which are not so active, so to say, actively killed by MGO. So when you talk about the antibacterial activity, this is some kind of a general statement, like the "it makes you drunk" activity of alcohol. Everybody of us reacts in a different way. Yeah, there are people which can drink 10 beers without any effect, and Germans, for example. might be, and some French guys can drink two bottles of wine without There you anything. go. Okay, but you know what I mean. So it strictly depends on the individual bacteria and on the assay you use for measuring the antibacterial activity. Thank you very much for your time. Thank you. Donc, merci. Ah pardon, oui, il fallait traduire. Si vous voulez traduire, c'est la réponse. Pardon. Ça va être un peu compliqué, mais Grosso Oui, modo, oui. ce qu'il a expliqué, c'est qu'il a expliqué que je suis mal placé pour répondre. C'est pour ça que j'ai peut-être pas envie de faire la réponse. oui, ça me paraît évident. Bon, ce qui est important de retenir, c'est qu'effectivement les analyses au niveau du méthylglyoxal sont toujours retraçables et que c'est quelque chose qui scientifiquement sera toujours exact. C'est ce qu'on a dit avant. Ensuite, il y a d'autres types d'analyses. Donc, depuis des années, le miel de Manuka était labellisé UMF. Donc, c'est des analyses qui tiennent compte de différents paramètres. Donc, l'activité peroxydique. Mais le problème un petit peu de ces analyses, en tout cas ce qui s'en dit, c'est qu'elles ne sont pas toujours fiables. Et effectivement, que les résultats ne sont pas toujours tout à fait... comment je pourrais dire, parce que je ne veux pas non plus être négatif par rapport à cette analyse. Nous, on ne critique pas l'analyse UMF, on explique l'analyse MGO et on dit que c'est quelque chose de très clair pour le consommateur. Alors que l'UMF, apparemment, vu qu'il y a pas mal de variabilité, c'est ce que vient de dire le professeur Henle, il n'y a pas de corrélation, donc c'est un peu plus compliqué à interpréter. Maintenant, on n'est pas en train de dire que les miels UMF sont des miels de mauvaise qualité, on n'a jamais dit ça. On dit simplement qu'on pense que pour le consommateur, le MGO est la méthode la plus fiable pour savoir exactement les antibactériens présents dans son produit. Voilà ce qui est notre position et ce qui est la position du professeur Henle. C'est pour ça qu'il a effectivement fait toutes ces études. Et on voit bien quand même sur les schémas que 90 à 95%, même peut-être plus, de l'activité antibactérienne du miel de Manuka vient du MGO. En tout cas, c'est ce que le professeur Henle dit et qu'il a prouvé par ses études. Merci. Est-ce que le taux de MGO est toujours marqué sur les flacons de miel où il n'y a que le EMF Alors, ça dépend des miels. Non, mais de Manuka. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a pas mal de miels qui sont labellisés UMF ou IAA. Alors IAA, vous pourriez l'expliquer mieux que moi, mais c'est, je crois, à peu près, c'est la même chose, seulement c'est un peu, c'est français, c'est français, mais c'est un petit peu la même chose. Et il y a d'autres miels qui sont labellisés aujourd'hui MGO, comme celui qu'on vient de vous montrer, qui est commercialisé par ma société. Celui qui est labellisé IAA est commercialisé par Comptoir et compagnie, donc je pense qu'on peut le dire. On va pas, on est là pour ça. Donc voilà, ensuite, c'est à chacun de voir quel est le label qui donne le plus confiance. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'un miel MGO est meilleur qu'un miel UMF ou qu'un miel UMF est meilleur qu'un miel MGO. Ça n'a rien à voir. Tout à fait. Absolument. Oui, bonjour. Je voudrais revenir sur les normes UMF et MGO. Les normes UMF, je ne sais pas dans quel domaine vous travaillez, monsieur, mais comment? Ah bon, je ne connais pas en classification UMF, on se base sur les propriétés phénoliques, alors que en MGO, c'est sur les propriétés de peroxyde, c'est-à-dire que vous avez la molécule d'eau oxygénée qui dégage de l'oxygène naissant. Et c'est cet oxygène naissant
qui est la propriété fondamentale du MGO et de la propriété antibactérienne. Voilà. Et il y a une classification UMF qui a été faite par le professeur Waipeto, je crois. Molan, oui. De Waipeto. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ces propriétés phénoliques dans la classification UMF? Alors, je me permets de vous parler de ça parce que je suis chimiste de formation. Monsieur est chimiste de formation. Ja, er is chemist. Hein? Und sagt, dass die UMF is based on Polyphenol analysis. No. Das Hauptargument ist dieser. Ist das korrekt oder nicht? This is not correct. The UMF value, and I think I have already shown the paper in my slides, there were attempts to isolate the polyphenols and to correlate them with the antibacterial activity. And it was shown that the polyphenols are not responsible for this antibacterial activity. There were several papers. Just go back. No, more. So here, for instance, this was one of the papers by Manley Harris on the nature of the non-peroxide antibacterial activity, and they have analyzed the polyphenols, which is quite unique for Manuka honey, but they could show that the concentration of these polyphenols are much too low to cause an antibacterial effect. So polyphenols do not contribute to the antibacterial activity. Oui, donc pour le professeur Henle, l'analyse UMF n'est pas non plus basée sur les polyphénols, pas essentiellement. D'ailleurs, je pense que vous êtes d'accord avec ça, hein, monsieur. Vous êtes d'accord avec ça. Et encore une fois, l'activité antibactérienne provient du méthylglyoxal et pas des polyphénols que vous retrouvez dans plein d'autres substances de la ruche ou dans le vin que monsieur nous a montré avant d'ailleurs. Pardon ? Je ne pense pas que c'est pour ça que ça a été classé en MGO. Ça a été classé en MGO parce que la molécule efficace, c'est la molécule, le méthylglyoxal, et que ce n'est pas les polyphénols dans ce produit. Et en plus, effectivement, elles ne sont pas stables. What do you think of the effects of Manuka honey on Parkinson symptoms? Because I've heard something about it. So at present, they are not scientifically justified. Je vais juste traduire. Je demandais en fait ce que le professeur pensait des effets du miel de Manuka sur les symptômes de la maladie de Parkinson. Well, at the present, there are several discussions going on several effects of Manuka honey, but in the scientific literature, these effects are not justified at the moment. There are no controlled reports showing that Manuka honey has an effect in this area. Ich habe jetzt das nicht mitbekommen. Was war? Ah ja, okay. Oui, donc il n'est pas prouvé aujourd'hui que le miel de Manuka peut avoir un intérêt pour les gens qui souffrent de la maladie de Parkinson. C'était la conclusion du professeur Henle. Si le miel de Manuka est utilisé à une dose supérieure à 550, il ne provoque pas des brûlures de la peau, mais si quand on veut soigner une plaie, je cherche le terme exact, hein, la peau n'est pas, ça provoque pas des irritations de la peau au-dessus de 550. Wenn mehr als 550 Methyglyoxalgehalt hat, ist das nicht gefährlich für das Haut? Ist das nicht brennen oder Brûlure? Ja. It might be that there are some burns on the skin, but this burning is more from the acid. So I don't think that this MGO has an additional negative effect on the skin. What we know at the moment is that also Manuka honey with 550 is safe to eat.
Donc la question c'était donc de savoir si un miel avec un indice MGO supérieur à 550 pouvait provoquer des brûlures à la fois sur la peau ou également au niveau digestif. Des irritations, on va dire plutôt des irritations, oui. Et donc à ce jour, il n'y a aucune contre-indication à consommer ou par voie orale ou appliquer par voie cutanée du miel de Manuka 550. Bien au contraire. Peut-être une dernière question. Il y a d'autres personnes qui souhaitent te poser des questions? Parce que je vais peut-être aussi laisser la parole encore à d'autres personnes. Madame? Je voudrais savoir ce Manuka. Manuka, miel de Manuka, is it for more gustative or for medical use? Manuka honey is mainly a food. Or not, So we can mainly, it is use a food. for, Full stop. Sugar or Okay. substitute. So it's a for food and sugar? not a pharmaceutical. There are several applications which use Manuka honey as a pharmaceutical preparation, but the Manuka honey which you can buy in the store is a dedicated food. Donc la question c'est de savoir si le miel de Manuka est un médicament ou un aliment. Donc la réponse est très claire, c'est un aliment qui a de nombreuses vertus, mais ça reste un aliment, ce n'est en aucun cas un médicament. Yes. Oui, c'est un miel qui peut se consommer exactement comme un autre miel. Vous pouvez l'utiliser. L'utilisation du miel de Manuka, c'est une utilisation normale. Hein. Vous pouvez prendre une cuillère de miel, vous pouvez le mettre comme sucrant sur le pain. Enfin bon, c'est un miel qui est d'ailleurs très, très agréable et qui a très bon goût également. D'autres questions? Bon, ben, on vous remercie de votre attention. Je remercie encore une fois le professeur Henle d'avoir été là. Et si vous voulez continuer cette conversation, ou s'il y avait encore des questions à poser, donc le professeur Henle est présent sur notre stand, donc au C60, le stand EUROP-LABO. Et donc on peut continuer cette conversation chez nous. Merci. Thank you.